Au moins, avec la cigarette, tu sais que tu vas mourir sans doute d'une maladie qu'on connaît. Alors que la cigarette électronique, on ne sait pas trop ce que ça va apporter comme maladie. Fumer tue peut-être. On sait pas encore vraiment en fait. Et c'est bien le problème. Grâce à la e-cigarette, les fumeurs rêvaient de s'adonner à leur vice ou leur plaisir sans culpabiliser. Fumer sans mourir, l'idéal. Sauf qu'on est sûr de rien. Moins dangereuse que le tabac, oui, mais la cigarette électronique est-elle vraiment inoffensive ? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Hésitation de la communauté scientifique. L'Organisation mondiale de la santé, elle, vient de choisir son camp. Danger grave, dit-elle, pour l'adolescent et le fœtus. Résultat, elle recommande l'interdiction du vapotage aux mineurs et dans les lieux publics. Alors sur fond de bataille d'Hernani entre cigarettiers, vapoteurs et médecins, sur fond de business pour les uns, c'est un marché de plusieurs centaines de millions d'euros en France, de politique sanitaire pour les autres. Bon outil de sevrage ou substitut high-tech d'une société qui resterait tabagique, le gouvernement français va devoir trancher. Peut-être des mesures dans le plan anti-tabac de Marisol Touraine, présentées dans les prochains jours, peut-être un petit peu plus tard. En attendant, entrez dans la bataille. Vos questions, vos témoignages au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux, franceinter.fr, Facebook et sur Twitter, #Telson. France Inter, Hélène Jouan, le téléphone sonne. Bienvenue à tous dans le téléphone sonne. Nos invités pour répondre à vos questions ce soir. J'ai le plaisir d'avoir en studio le professeur Bertrand Dodzenberg. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pneumologue à l'hôpital de la Salpêtrière, professeur de pneumologie et président de l'Office français de prévention du tabagisme. Avec nous également Charlie Perrault, secrétaire général de la FIVAP. Bonsoir. En gros, vous représentez les fabricants de cigarettes électroniques. Ça veut dire Fédération interprofessionnelle de la vape. Voilà, les acteurs français de cette distribution et de cette production. Merci. Et Brice Lepoutre, président de l'EDUS. Alors ça, c'est une association indépendante des utilisateurs de cigarettes électroniques. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez également monté le premier forum de vapoteurs. Le premier en termes de fréquentation, oui. Eh bien, c'est déjà pas mal. France Inter, intervenez. Intervenez au 01 45 24 7000 et on prend la première question. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir. Vous nous appelez de Loire-Atlantique, on vous écoute. Oui, il y a 3 experts là qui vont peut-être pouvoir On espère, m'éclairer. Ils sont là pour ça. Il y a une bataille, je ne sais pas, d'experts. Moi, je pense que c'est une bataille d'experts. Bon, il y a l'OMS, il y a les fédérations indépendantes de vapoteurs, et autres, et tous disent qu'il faut surtout pas vapoter parce que c'est aussi nocif que la nicotine, qu'une cigarette. Et alors vous vous demandez si effectivement la cigarette électronique est aussi nocive que la vraie cigarette, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que le tabac en gros, c'est ça ? Avec tout ce que ça comporte comme composants nocifs. Alors on va rentrer directement dans le débat, je crois, le professeur Bertrand Dodzenberg. Alors, est-ce que c'est aussi nocif ? Non, mais madame aurait dû lire le rapport de l'expert et non pas l'extrait de la page 18 mis en premier titre dans les journaux. L'OMS dit qu'il y a une insuffisance de données qui est claire, mais que la cigarette électronique a beaucoup d'avantages pour les fumeurs, a aussi quelques inconvénients et que ce produit nécessite une réglementation. Et l'OMS recommande dit qu'il n'y a vraiment aucune raison d'empêcher ou de ne pas favoriser l'utilisation de la cigarette électronique par les fumeurs. Ce qu'elle dit, c'est que c'est pas bon pour les fœtus, chez les femmes enceintes, ce qu'ont toujours dit tout le monde. Il y a un accord général. Non, mais donc si c'est pas bon pour les fœtus, c'est les femmes enceintes, le les tabac, adolescents. Oui, mais le tabac non plus n'est pas bon. Ça veut dire que c'est un danger quand même. Non, on imagine que ça peut être un danger. Si on compare, il ne faudrait pas que des non-fumeurs se mettent toute leur vie à vapoter. Il y a un petit risque. En revanche, pour un fumeur, de passer d'un produit qui a une chance sur 2 de les tuer à un produit quasiment inoffensif, alors que je dis quasiment, pas tout à fait, il y a un bénéfice absolu. Ce que je dis souvent, le tabac, c'est l'autoroute à contresens, une chance sur 2 d'en mourir. C'est le fumeur a une chance sur 2 d'en mourir. 73 000 morts par an dus au tabac. Du tabac, la vape, c'est aller un peu trop vite dans le bon sens sur l'autoroute. Donc on n'est pas du tout dans le même monde. Et pour un fumeur, il n'y a pas photo, il n'y a aucun expert qui dit le contraire de ça. Si elle pense que les experts disent le contraire, elle a mal lu les experts. Brice Lepoutre, vapoteur en chef dans ce studio. Là où c'est marrant, c'est
c'est que c'est vrai que dans le rapport de l'OMS, ils déconseillent, du moins ils disent qu'il faut interdire aux femmes enceintes parce que danger sur le fœtus. Et quand on pousse un petit peu, c'est pour eux à cause de la nicotine, et ça rejoint un peu ce que disait votre auditrice. Il faut arrêter de dramatiser sur la nicotine. La nicotine, c'est pas ce qui tue dans le tabac. C'est pas ce qui est mortel dans le tabac. Et ce qui est très marrant avec le rapport de l'OMS, c'est qu'ils disent qu'il faut interdire la cigarette électronique à cause des dangers pour le fœtus causés par la nicotine. Mais par contre, l'OMS recommande les patchs pour les femmes enceintes qui contiennent aussi de la nicotine. Donc c'est assez paradoxal. Et on se demande bien le bien fondé de leur décision. Charlie Perrault, Et puis fabricant de cigarettes électroniques. Alors, je dirais, la cigarette électronique, c'est un briquet. C'est le liquide, effectivement, qui aujourd'hui est observé. La cigarette électronique, c'est des composants qu'on connaît. On dit qu'on ne connaît pas, mais si on les connaît. Et en plus, ils sont extrêmement simples parce que ça reste du On propylène les glycol. connaît tous, mais est-ce qu'on connaît leur nocivité à Alors, chacun? oui, C'est on quand même connaît ça leur la question. nocivité parce que déjà, il ne s'agit pas d'une combustion qui est une réaction chimique pour la cigarette. Il s'agit d'un changement d'état, comme une cocotte minute où on met quelque chose à l'intérieur sous phase liquide et qui passe sous phase gazeuse. Mais selon ce Donc, qu'on met on dans la, connaît les cocotte produits. dans la cocotte minute, ça peut être très dangereux. Ça peut être aussi. dangereux, mais l'avantage de cette cigarette électronique, c'est qu'elle est suggérée et imposée aux vapoteurs et aux fabricants de faire les choses bien pour que ce soit efficace et conforme. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui en toute sécurité. Aujourd'hui, il y a des normes, il y a des règles absolues. Alors, les normes, justement, on y travaille, notamment avec le professeur Dotzenberg qui préside ce groupe de travail. Les normes, elles sont faites pour que aujourd'hui, des opportunistes qui voudraient faire n'importe quoi, éventuellement, se le permettraient. Mais ça, c'est pas dans l'intérêt, de toute façon, du commerce de la cigarette électronique. Le e-liquide est fait aujourd'hui, et notamment en France, de manière très sérieuse. Et c'est la raison pour laquelle ce produit fonctionne et ne génère pas de risque. Bernadette nous appelle de Strasbourg. Bonsoir Bernadette. Bonsoir. On vous écoute. Oui, voilà. Écoutez, donc, comme j'avais dit à votre collaborateur, je fume la e-cigarette depuis plus d'1 an. J'étais une grosse fumeuse, enfin je suis toujours avec la e-cigarette. J'étais une grosse fumeuse qui fumait 1,5 paquet par jour, même en prenant des tabacs légers. Et ce que je voulais préciser, c'est que bon, il y a eu du bénéfique dans le sens où je ne tousse plus, etc. J'ai déjà fait un infarctus, donc ma cardiologue est ravie que je sois passée à la e-cigarette. Et parce qu'en dépit de mon infarctus, je continuais à fumer une cigarette normale. Donc j'ai réussi, je ne pensais pas réussir, mais j'ai réussi à passer à la e-cigarette. Le petit bémol que je dirais, par rapport effectivement à des gens qui n'ont jamais fumé, c'est que même en prenant un taux de nicotine le plus faible possible, c'est mon cas, je prends du 6 mg, on est accro, on reste accro à sa nicotine. Bernadette, alors merci Bernadette pour ce témoignage. Bernadette, elle nous dit, bon, c'est évidemment du mieux pour moi, mais ça n'a pas été un outil de sevrage complet en réalité, professeur Dotzenberg. Elle fumait un produit avec du monoxyde de carbone, des cancérogènes, des particules qui lui a donné l'infarctus, qui la faisait tousser, et maintenant elle prend un produit qui est quasi inoffensif. Alors Charlie Perrault dit totalement inoffensif, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est presque inoffensif avec ce qu'on faisait. C'est comme il y a beaucoup de choses qu'on fait rouler sur la route, c'est dangereux aussi. Il ne faut pas dire que rouler sur la route, c'est pas dangereux, mais on est à un niveau tout à fait acceptable de danger pour un fumeur. Donc vous reconnaissez que c'est un outil de sevrage en réalité? Alors, pour reconnaître que c'est un outil de sevrage, il faudrait comparer les cigarettes électroniques à des vrais traitements. Il n'y a aucune étude positive. Mais l'histoire de madame, j'en vois des dizaines et des dizaines comme ça. C'est quelqu'un qui aurait pu mourir d'un deuxième infarctus, qui a vu sa vie sauvée par ce produit. Mais maintenant, la solution finale pour moi, alors peut-être pas pour mes collègues, c'est qu'elle arrête aussi de vapoter à un moment donné. Et elle raconte aussi assez bien que maintenant, elle a des très faibles doses de nicotine. Tous les gens qui sont des gros fumeurs de nicotine, quand ils passent sur la cigarette électronique exclusivement, au bout d'1 mois, ils prennent 1 tiers de nicotine en moins et au bout de 2 mois, 2 tiers en moins. La moyenne du taux de nicotine utilisé en France, maintenant, n'est plus que de 11 mg par millilitre, alors qu'avant, il y en a plein qui prenaient des 18-20, parce que d'abord, les matériels marchaient un petit peu moins bien, et puis quand on sort de la cigarette, on a besoin de beaucoup de nicotine, après on en prend moins. Donc il y a besoin de nicotine, mais moins. Tout à fait. Brice Lepoutre, pour vous, est-ce que vapoter, c'est fumer? Est-ce que vous avez l'impression de continuer à fumer en vapotant? Pas du tout, on vapote, on ne fume plus justement, et ce qui est très marrant sur ce changement d'état de l'ex-fumeur devenu vapoteur, c'est qu'il devient en général très soucieux de sa santé. Il utilisait avant un produit qu'il savait mortel et qu'il consommait en assumant la mortalité du produit, et aujourd'hui, Charlie pourra en parler, le consommateur vapoteur devient très très soucieux de sa santé, très très pointilleux et très exigeant envers le fabricant. Mais alors si vous êtes exigeant à ce point-là, problème. pourquoi vous n'arrêtez pas complètement, je veux dire? Après, il y a le côté dépendance liée au plaisir. La cigarette électronique réussit
aussi à reproduire le plaisir du tabac. Et du coup, on est accro à ce plaisir comme on pourrait être accro à Donc de l'addiction, elle multiples reste plaisirs quand de la même. vie. On trouve exactement la même chose avec les médicaments. Quand quelqu'un est malade et commence à lire la notice et voir ce qu'on dit sur le médicament, il dit « Ouh là là, j'arrête mon médicament », alors que le médicament lui a sauvé la vie. On a quelque chose qui est infiniment moins dangereux et c'est sûr que mais ce petit danger qui reste, alors qu'ils pensent qu'ils font bien, ça les énerve un petit peu. Il voudrait zéro danger et il n'y aura jamais zéro danger. Il n'y a aucun produit dans la vie qui a zéro danger. C'est vrai que Si on doit pouvoir trouver des choses totalement saines, non, il n'y a rien. pas. Il y a rien de simple. Il y a deux Charlie effets, Perrault. qui Charlie sont Perrault. clés qu'on observe, en tout cas auprès des vapoteurs, c'est que c'est la différence entre le verbe avoir et le verbe être. Il ne suffit pas d'avoir une cigarette électronique pour régler le problème, il faut être, c'est-à-dire devenir vapoteur. Et observer son besoin, c'est le cerveau qui, effectivement, impose un peu son choix en nicotine, mais ils ont besoin d'être conseillés en boutique pour bien choisir. Mais à partir du moment où la personne devient vapoteur, obtient les galons, entre guillemets, du Vous vapotage... dire qu'il faut avoir une maîtrise de soi, finalement. En tout cas, il faut Le vapoteur considérer que c'est une nouvelle méthode, en fait, pour effectivement corroborer à son besoin de nicotine. Non, le problème Professeur Dazenberg, vous n'avez pas l'air d'accord. Non, mais le problème que j'ai quand on voit là, on a affaire à des spécialistes du vapotage, mais quand on voit la population Et générale, des défenseurs du vapotage. d'abord, il y a en gros un tiers des gens qui essaient la cigarette électronique qui trouvent que c'est pas bon parce qu'ils ont c'est un mauvais produit qui est pas assez fort, qui leur va pas. Il faut quand on va acheter des cigarettes électroniques, comme quand on va acheter des chaussures, il faut que ça fasse plaisir dans les 5 premières secondes. La chaussure qui vous fait mal aux pieds, il faut changer de marchand de chaussures et en prendre une autre. Deuxièmement, quand elle fait un peu plaisir, la plupart des gens ils continuent à fumer avec. Quand on fume et qu'on vapote, on a raté, ça marche pas. Et je sais pas pourquoi les gens qui fument et qui vapotent, ils ont peur de la vape et ils n'ont pas peur de la cigarette, alors que c'est la cigarette qui les tue. Ils ont peur de monter les doses de nicotine. Mais ça suffit pas, du coup, pour eux, visiblement, ça Non, mais suffit pas de ils ont peur, vapoter. ils disent je prends presque pas de nicotine dans mon truc, je tire presque pas dessus, je prends presque pas de médicaments, on va pas guérir. C'est comme celui qui prendrait le quart de la dose d'antibiotiques, parce que la peur des antibiotiques pour guérir sa pneumonie. Il faut prendre la dose nécessaire à être bien. Quand on arrête de fumer en vapotant, on doit être bien. Si on n'est pas bien, on s'arrête pas. 19h33 sur France Inter. Martin est au standard, vous nous appelez de Tours. Bonsoir Martin. Oui, bonsoir. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que c'est un encouragement pour les jeunes à fumer. Et ultérieurement, un certain nombre d'entre eux iront vers la cigarette normale. Ça, c'est déjà un premier point. Deuxièmement, on n'a aucun recul sur la cigarette électronique. Là, on s'aperçoit que, bien sûr, commercialement, les vendeurs ont intérêt à vendre la cigarette électronique. On est incapable en France de lutter contre la cigarette déjà normalement. On a beau augmenter les taxes, on s'aperçoit que les dépenses de santé sont énormes. Il faut savoir qu'on donne aussi de l'argent aux débitants de tabac qui pour moi sont des marchands de mort. Les personnes qui fument aujourd'hui savent qu'elles ont 50% de risque de mourir d'un cancer. Et on sait que pour la société, en plus, c'est un coût énorme. Alors on encourage les jeunes à fumer la cigarette électronique en leur mettant des petits goûts framboises ou autres, etc. Et ultérieurement, d'abord on ne sait pas si c'est pas nocif, parce que quand on entend dire la nicotine c'est pas dangereux pour la santé, moi je suis pas un professeur de Merci Martin, merci Martin. On va vous répondre, vous poser des vraies questions. Est-ce que finalement c'est pas quand même un encouragement? On a parlé de l'outil de sevrage éventuel, mais est-ce que finalement c'est pas un encouragement? Alors on va donner la parole à Charlie Perrault, donc qui fabrique des cigarettes électroniques. Vous êtes traité par, j'ai envie de dire, par parallélisme de marchands de mort. Est-ce que vous continuez ce travail des marchands de mort que sont les vrais cigarettiers? Non, pas du tout. Et interdire en fait de vapoter aujourd'hui, ce serait interdire d'arrêter de fumer, parce que c'est un outil qui est considéré par les professionnels de santé comme un moyen pour, en tout cas, quitter le tabac. Dire que les jeunes sont aujourd'hui séduits par des arômes de framboise ou des arômes c'est vrai, divers, c'est fait pour quand même, non? Les arômes de framboise sont faits sont faits pour les adultes qui ont décidé d'arrêter la cigarette. Et à partir de ce moment-là, si vous faites vapoter avec quelque chose qui a un peu d'attrait, forcément la personne a des chances en plus d'arrêter de fumer. Les jeunes quand même, est-ce qu'ils ne sont pas attirés, professeur Dazenberg, par ces goûts nouveaux et aussi par ce qu'on leur dit, c'est-à-dire finalement c'est sans risque, allez-y? Donc il y avait deux questions. Je réponds d'abord à la première que vous me proposez. Donc chez les jeunes, moi j'avais très peur de tout ça il y a 2 ans. Là, depuis 1991, tous les ans, on surveille 2,5% de la population des élèves et des collèges parisiens. J'étais persuadé que ça allait être la catastrophe. Maintenant, on voit que chez les 12-15 ans, par exemple, à Paris, il y en a 9% qui sont non-fumeurs qui ont essayé la cigarette électronique. Mais dans le même temps, je suis passé de 21% de fumeurs dans cette tranche d'âge à 11%. 9-12 ans, là vous parlez des 9-12 ans. Et parmi les 9%, il y a la moitié qui fument les deux. Donc s'il s'ajoute ceux qui fument, ceux qui vapotent et ceux qui fument, je suis passé de 21 à 16%. Donc l'arrivée de la cigarette électronique chez les jeunes, avec tous ces parfums, tous ces attirants, ça a eu un effet
inverse que ce que je craignais et que craint ce monsieur. Ouh là là, ça va tirer les jeunes vers un nouveau produit. Non, ça a rendu ringard le tabac. Le tabac, c'est un produit qui tue, c'est un produit qui pue. Et les jeunes, je ne vois pas pourquoi ils prendraient ce produit, tabac, poubelle. Alors, je ne dis pas qu'il faut prendre la cigarette électronique. Moi, je préférerais qu'ils prennent rien. Et je préférerais que tous les vapoteurs qui vapotent s'arrêtent. Mais pour un temps, pour arrêter, etc., c'est un moyen, comme on a des moyens de substitution pour l'héroïne ou pour d'autres produits. Brice Lepoutre, dans vos vapoteurs, dans votre association de vapoteurs, beaucoup de jeunes? Alors, par sécurité, mon association ainsi que le forum que j'administre est interdit aux mineurs. On a décidé de ne pas se focaliser là-dessus parce que c'est un sujet très compliqué, les mineurs. Et c'est vrai que je me retrouve par contre face à des problématiques. J'ai reçu un mail dont je parlais dernièrement dans une autre émission de radio où je ne savais pas quoi répondre. J'ai reçu un mail d'un mineur qui me dit « Vous êtes bien gentil, je suis fumeur de tabac, vous m'interdisez du forum, vous m'interdisez d'association. Les boutiques sont la plupart du temps sérieuses et m'interdisent l'achat de cigarettes électroniques. Par contre, le buraliste me vend sans problème du tabac. Comment je fais moi pour arrêter de fumer ?» Et j'étais très embêtant. Très embêté, pardon. Une question Twitter sur le compte Twitter du Téléphone Sonne, #Telson. Frédéric Schell qui nous écrit: quelle différence de prix entre vapoter et fumer? Grosso modo, il faut compter un mois de consommation de tabac pour tenir un an en vapotage. C'est un investissement qui doit se faire un coup, Plus au départ. en une fois. En général, c'est grosso modo 150-200 euros. Et vous avez tout le kit pour tenir un an si vous savez un peu vous débrouiller, un petit peu plus cher si vous achetez tout Donc à la boutique la plus chère. économiquement, évidemment, on a plus intérêt à vapoter qu'à fumer. C'est un des arguments, j'imagine, des cigarettiers Peut-être électroniques. qu'un jour, ils auront des taxes. Non, les vapoteurs, en fait, d'abord, la communauté des producteurs français, c'est pas l'industrie du tabac. Ça, j'aimerais aussi clarifier ça. Ce sont des entreprises françaises qui ont cru dans ce produit parce qu'ils étaient vapoteurs, qui ont misé sur de suite des exigences de composition et réalisé les produits les plus conformes. Ça s'est fait à partir de ça. Et derrière, l'observation qui se fait sur les produits, c'est que les vapoteurs deviennent les... Alors, je ne vais pas prendre prescripteur parce qu'il n'est pas question de médecine, mais les conseillers des autres vapoteurs. Et ça se déploie comme ça. C'est quoi? produit- On c'est forme vraiment- une tribu, une Oui, communauté? il y a une C'est tribu, vraiment c'est une un tribu, il y a produit du plaisir. communautaire et c'est un produit qui appartient à sa communauté. C'est vraiment, pour vous illustrer le cas, Charlie, je l'ai connu bébé de la vapote parce que sur le À forum... quel il âge, était- mon Dieu? Mais c'est horrible, le bébé de Il y la a quelques vapote. années quand même. Mais 2011-2012. Mais voilà, il a été consommateur, donc il est devenu un militant et il est devenu fabricant. Mais il a gardé son côté militant et c'est vrai qu'il y a tout un côté consommateur militant qui existe dans la vapote et qui fait le succès aujourd'hui de la vapote. Je Une confirme. autre question Twitter, ma cigarette. Question pour l'émission, peut-on aujourd'hui parler de vape indépendante, c'est-à-dire hors lobby pharmaceutique et hors lobby du tabac? Oui. Oui. Oui, Oui, tout le monde clairement. le Et- dit de et- façon catégorique. Et j'ai même ajouté à mes Bon, colocs la que je dois France est une présenter exception. maintenant, indépendant de l'État également, parce que nous, on ne reçoit aucune subvention de l'État. Et aujourd'hui, on commence à se dire, l'État a aussi son intérêt dans l'échec de la vape par moment. Et Donc, on rajoute dans nos liens d'intérêt, pas d'un conflit d'intérêt avec l'État. n'oublions pas Charles l'intérêt Perrault. d'une innovation. C'est aujourd'hui, ça permet aussi le redressement productif. Les fabricants français, en tout cas, travaillent plutôt comme on pourrait trouver dans certains univers de l'agroalimentaire. Je veux dire par là que la vapologie, la cigarette électronique, c'est vraiment le quatrième pied à la table des saveurs. Il y a l'œnologie, il y a la parfumerie, il y a Oula, vous en faites pas la un petit peu gastronomie. trop là quand même? Eh bien, détrompez-vous, parce que les Français, qui sont déjà amateurs d'art culinaire, se disent, quitte à vapoter et écarter ce goût de cigarette que je ne veux plus voir, je dois y aller de manière la plus fine et la plus rassurée. Donc, les fabricants français, ils ne sont pas en train de vouloir mettre des produits toxiques ou des produits pour arriver à quelque chose. Non, d'abord parce que c'est pas possible. Et puis, on ne fait que choisir l'excellence. Donc, les exigences de composition sont aujourd'hui ce qui anime principalement les professionnels que je représente au sein de la FIVA. Donc c'est un secteur d'avenir qui va créer des emplois et on est en pointe. C'est déjà le cas. C'est C'est déjà le cas. Combien d'emplois? 3000 emplois? A priori, entre 3 et 5 000. Si on regarde le nombre de boutiques et les nombres des fabricants, oui. Professeur Dotzenberg? Là, je reviens des réunions à Bruxelles. Moi, je me réjouis de l'indépendance des fabricants en France. Ce n'est pas le cas dans tous les pays européens au niveau mondial. L'industrie du tabac, quand même, avec ses énormes sabots, essaye de racheter tout le monde. France Inter, le téléphone sonne. Intervenez 01 45 24 7000 sur la page Facebook du téléphone sonne et sur Twitter avec le hashtag Telson. Excuse me? You know, you can't smoke in here. Relax. It's a fucking enjoy. Alors, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, mais c'était une pub en fait dans laquelle on voyait Courtney Love qui était quand même addict, on peut dire, à des choses un peu plus
plus dur C'est- que l'e-cigarette. Et on a vraiment, je trouve que ça pose la question effectivement des risques du tabac dans les lieux publics. Alors on va peut-être y revenir parce que c'est aussi ce qu'on attend du gouvernement français. Et puis il y avait une question de Denis de Loire-Atlantique qui nous disait quel est l'impact d'un vapoteur sur son entourage. On connaît les risques du tabagisme passif. Quels sont les risques du vapotage, de la vapote, passif. de la vape, je ne sais pas comment on dit, passive? C'est comme pour le Professeur. fumeur, il y a des risques, il y a un petit quelque chose, mais qui est minuscule. Ce qu'on retrouve, c'est dans les urines de celui qui est à côté du vapoteur, on trouve un peu de cotinine qui témoigne qu'il a absorbé de la nicotine. Mais au point de vue toxicité, il n'y a quasiment rien par rapport, en tout cas, au tabagisme passif. En revanche, c'est un exemple. Quand vous rentrez dans un restaurant, quand il y a 4 personnes qui vapotent, ça vous donne envie de vapoter. Quand il y a le prof qui fume dans la cour de l'école, ça donne envie de fumer aux autres élèves. Je ne comprends pas votre position. Vous êtes pour ou contre l'interdiction dans les lieux Je suis publics? pour l'interdiction dans les publics, mais pour des raisons plutôt d'exemplarité que de santé. Les raisons de santé sont minimes et pas suffisamment Mais si ça établies fait pas pour de le mal, faire. pourquoi l'interdire? Quand vous voyez, là pour l'instant, on a sorti les cigarettes d'un restaurant. Un restaurateur qui met un cendrier sur une table se fait mettre un PV car il incite au tabagisme. Un restaurateur, pour moi, qui met 3 vapoteurs dans la salle, incite aussi au tabagisme de la même façon. Quand vous avez un prof qui vapote toute la journée en faisant son cours, ça incite les élèves à consommer. Il n'a pas à vapoter en effet pendant son cours, mais par contre, pour nous, dans le restaurant du coin, pour nous, c'est le point qui nous a toujours opposé avec Bertrand Otzenberg, c'est que pour nous, c'est une incitation à arrêter le tabac, au contraire, parce que Oui, là on sent dans notre effectivement la ligne de expérience- fracture. Vous êtes d'accord sur beaucoup de choses, mais là il y a une petite ligne de Là-dessus, il y a fracture une ligne quand de même. fracture parce que pour nous, c'est déjà cette incitation à arrêter le tabac parce qu'on n'est pas obligé de sortir dehors pour aller fumer. Donc on va se dire, tiens, je vais peut-être arrêter pour rester avec les gens. Et ensuite, bon, après, pour des raisons scientifiques, on est aussi contre l'interdiction de vapoter dans les lieux publics parce qu'avec la cigarette électronique, la nicotine ne fait pas effet assez longtemps sur le cerveau pour pouvoir tenir 1 heure. Donc le vapoteur serait obligé d'aller faire des pauses toutes les 15 minutes et en entreprise, c'est un peu difficile de faire Donc, des ce pauses qu'on toutes les avait 15 minutes. gagné, enfin, je veux dire, en interdisant effectivement de fumer dans les lieux publics, donc on s'est mis à vapoter aussi pour ça. Non, On c'est pas pourrait- forcément mis pour ça, mais là où c'est marrant là-dessus aussi, c'est qu'il a fallu des dizaines d'années pour interdire le tabac dans les lieux publics parce qu'on n'arrivait pas à prouver que c'était dangereux Parce qu'il y pour avait la le lobby du santé. tabac. On n'avait pas à avoir assez d'études pour dire le tabagisme passif existe. Bah là, il y a le Et lobby la- des fabricants de cigarettes Et la électroniques, vape, peut-être. c'est- et la vape, on lobby, veut on est pas- l'interdire Non, mais sans pour- même qu'il y ait encore d'études Pour un qui petit arrivent nombre à de prouver quelque chose. vapoteurs, qui sont les vapoteurs qui viennent de sortir de la cigarette, pour qui c'est plutôt mieux qu'ils vapotent toute la journée, c'est vrai que c'est un inconvénient. Mais pour l'ensemble de la société, c'est un avantage. Et pour les vieux vapoteurs comme lui, qui peuvent tout à fait s'arrêter 1 heure, c'est pas... Et en plus, quand il a la pause dans son entreprise, il va persuader tous les fumeurs de son entreprise, en vapotant, d'arrêter de fumer. Mais vous Donc, avez quand ça même votre marche pas. cigarette électronique là. Alors vous n'avez pas du tout vapoté depuis le début, mais vous l'avez avec Alors vous je dans l'ai la dans la main. main et si j'ai tiré quelques bouffées Ah, en douce, je discrètement. vous ai même pas vu. Mais parce que voilà, il y a moyen aussi d'être discret. Nous, on s'insurge aussi contre ceux qui, dans les lieux publics, vont faire des gros nuages. Ça sert à rien de faire de la provocation. Il y a moyen de vapoter discrètement et du coup, de Choisissons respecter plutôt les autres. choisissons Charles plutôt Perrault. la civilité en fait et le savoir-faire. En ligne avec nous, Nicolas. Nicolas, bonsoir. Bonsoir. On vous écoute. Bah, écoutez, un témoignage. J'ai été hospitalisé en urgence à la Salpêtrière. Très bon hôpital. Très bon hôpital. Dans lequel, évidemment, travaille le vous professeur avez Bertrand été- Dotzenberg, vous il y a- l'aurez compris. Il y a 8 ans, j'avais subi un pontage. Et là, ce coup-ci, c'était pour une pleurésie en urgence. Et j'ai été frappé par une chose, c'est le nombre de petites affichettes, affiches et conseils des médecins pour le vapotage. Dans l'hôpital, au sein même de l'hôpital. En consultation, dans les couloirs, dans les chambres. Merci Nicolas pour ce témoignage. Et vous étonnez évidemment de cette publicité au sein même de l'hôpital, j'imagine. Alors, je pense que monsieur me vise directement, donc je peux répondre avec gentillesse. Mais c'est-à-dire que comme vous travaillez Non, mais effectivement à la à la Salpêtrière, Pitié Salpêtrière, j'ai ouvert en avril dernier une consultation effectivement pour les vapoteurs qui n'avaient pas d'affiche dans les salles à ma connaissance, sauf s'il a été les chercher dans les couloirs. Et là, on essaye de recruter des vapoteurs qui sont intéressés pour arrêter de fumer, qui fument et qui vapotent, ou qui veulent arrêter de vapoter pour bien comprendre comment ça marche. Parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas de connaissances scientifiques, connaissances médicales pour le tabac, et d'arriver à recruter
un nombre important de vapoteurs, ça nous permet d'être moins stupides, parce que tout ce que je sais sur le vapotage, je l'ai fait au contact des malades. Comme il y a 15 ans, tout ce que j'ai appris en gros sur le tabagisme et l'arrêt, c'est au contact des patients, parce qu'il n'y a pas de connaissances. Donc c'est le rôle d'un hôpital universitaire d'augmenter les connaissances et de rendre service. Plus de la moitié des gens que je vois, en fait, sont du personnel de l'hôpital, parce qu'on reste en publicité surtout à l'intérieur de l'hôpital. Et ça se passe très bien. Et ce n'est pas de la publicité pour le vapotage, c'est vous voulez arrêter de fumer, vous pouvez arrêter de fumer. C'est de la publicité pour l'arrêt du tabac. Et ce qui me frappe dans ces consultations, c'est qu'avant, j'avais les gens qui venaient pour sevrage tabagique, pour arrêter, pour le côté un petit peu triste du sevrage. Et là, j'ai des infirmières, les gens qui sont venus pour passer à autre chose, mais autrement. C'est-à-dire pas par le bas, mais par le haut, par le bonheur et par le plaisir. Et depuis, avec les tests que je fais, moi, je suis tout à fait persuadé qu'avant même que la nicotine arrive de cerveau, pendant les 5 premières secondes, si ces messieurs ont su faire des liquides sympas, les gens accrochent au vapotage et quittent le tabac du jour au lendemain. Il y a 1 sur 10 vapoteurs qui prend son truc et qui arrête totalement le tabac du jour au lendemain. Ça, c'est des vies gagnées. Encore une question de Twitter, Loïc Casadei qui nous écrit « Les entreprises qui autorisent le vapotage ne sont-elles pas plus productives ?» C'est vrai que quelque part, moins de pauses et également plus d'argent. Alors, j'ai plus les chiffres, je les avais pas notés sur ma fiche mémo. Bon là, mais vous défendez tous votre bout de gras, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai qu'un employé fumeur, il y a eu une étude publiée là-dessus, je crois pour que c'était par la Wells Fargo, le manque de productivité. Coûtait dans les 2, 3, 4 000 euros de plus qu'un employé non-fumeur. 2 milliards d'arrêts de travail de plus pour les fumeurs, pour les non-fumeurs. Mais c'est vrai que moi, depuis que je vapote, ça fait maintenant 6 ans. Vous travaillez. Moi qui étais malade au moins une semaine à 15 jours par an, je n'ai plus chopé d'angine, je n'ai plus chopé de bronchite. Je m'en réjouis, j'ai plus d'arrêt maladie. J'imagine que vous le percevez, professeur Dotzenberg. Pour un salarié de ne plus avoir de fumeur, c'est un gain colossal. Et le bénéfice de santé de l'arrêt du tabac est énorme. On a eu au cours de cette émission des exemples de gens qui avaient eu des pontages, des choses comme ça. C'est un bénéfice, oui. Mais il faut mieux, après, arrêter tout. Et on est tout à fait d'accord. Pour moi, le vapotage n'est pas un objectif. C'est un passage transitoire, comme de passer à la méthadone pour un toxicomane. C'est infiniment mieux. On ne lui demande pas d'arrêter, même si c'est pendant 5 ans, même si pendant 10 ans. Mais un jour, s'il arrête, on est content. Alors, un témoignage, mais s'il n'y arrive pas, c'est pas un échec non plus. Il vaut mieux ça que de retourner dans le tabac. Posté sur notre site franceinter.fr. Claude, j'avais arrêté de fumer 9 mois dans l'entreprise où j'étais. Une personne fumait une cigarette électronique dans les bureaux. Alors, à force de voir la fumée, j'ai recommencé à fumer. J'avais tenu 9 mois. Ça va un peu dans le sens de ce que vous dites, professeur Dotzenberg. Je dirais totalement. C'est pas vous, Claude, de franceinter.fr, rassurez-moi. Donc, il y a quand même un vrai effet... Non, il y a un autre effet possible, c'est moi j'ai vu des fumeurs qui s'étaient arrêtés de fumer depuis 1 an ou 2, qui s'est dit tiens je vais essayer parce que c'est sympa, et ils disent vraiment c'est horrible, il faut pas. C'est-à-dire que l'ancien fumeur qui ne fume plus du tout, faut surtout pas qu'il s'y remette non plus. C'est quand même un produit qui a de la nicotine, surtout si on prend une bonne dose. De toute façon, il faut toujours garder en tête que quand on a été fumeur, on ne devient jamais un non-fumeur. On est toujours un ex-fumeur. Donc ça on arrête totalement, mais voilà. N'importe quand. Donc il faut toujours... Quand on a réussi à arrêter le tabac, il faut toujours se tenir loin du tabac. Et pour ne pas replonger, éviter les stress, et c'est pas parce qu'on devient vapoteur que l'on devient aussi un ex-fumeur. On reste toujours dans le risque de replonger un jour parce qu'il y a une contrariété, parce qu'il y a quelque chose, c'est un combat de tous les jours. D'où l'évidence de prendre en charge en fait son vapotage. En ligne avec nous, Sophie qui nous appelle de Sèvres. Bonsoir Sophie. Oui, bonsoir. On vous écoute. À la fois une question et une remarque. Je précise très rapidement que je suis fumeuse, grosse fumeuse, que je suis passée à la cigarette électronique il y a environ 1 an et demi. Maintenant, en quoi la nicotine, qui est donc dans les produits destinés à la cigarette électronique, est-elle plus nocive que la nicotine que l'on trouve dans les patchs ou dans toutes ces chewing-gums, pâtes à mâcher qui sont vendus en pharmacie et que l'on vous conseille pour l'arrêt du tabac. Donc, quelle est la différence? Alors, est-ce qu'il y a une différence? Merci beaucoup, Sophie, pour votre question. Est-ce qu'il y a effectivement une différence? Un paysan qui fait un champ de tabac, on vend une partie pour faire des cigarettes, l'autre partie pour faire de la nicotine purifiée. Cette nicotine purifiée est vendue un peu au labo pharmaceutique, un peu au laboratoire. C'est strictement le même produit. C'est la même nicotine, c'est une molécule. Après, la nicotine sur le cerveau a des effets très différents selon la vitesse avec laquelle elle arrive au cerveau. Plus elle arrive doucement dans la journée, mieux c'est.
Le patch l'amène tout doucement. Le vapotage un peu régulier au cours de la journée l'amène doucement. La cigarette l'envoie à toute vitesse. Une cigarette brûle pendant 5 minutes, impose 5 minutes de combustion. Le vapotage, la personne vapote comme elle l'entend, à des moments précis. Une fois, 2 fois, 3 fois, quelquefois un petit peu de manière plus consécutive, mais en fait régule soi-même son taux. Donc on est très proche en fait de l'absorption. C'est beaucoup moins virulent. La nicotine de la cigarette électronique est beaucoup moins virulente que dans la combustion et la réaction chimique de la cigarette. Et puis je le redis, il faut arrêter de s'en faire avec la nicotine. Ce qui tue dans le tabac, C'est c'est le tout le monoxyde reste. de carbone. La nicotine ne tue pas dans le tabac. C'est pas très bon quand même, si. Comme la caféine du café, si vous voulez, à un moment donné. La nicotine n'est pas très bon, mais de prendre de la nicotine en pic et 3 fois plus avec une cigarette ou 3 fois moins de nicotine répartie dans la journée, ça n'a rien à voir. C'est comme quand on prend une main sur la figure. La vitesse d'arrivée de la main sur la figure dépend beaucoup du plaisir qu'on a. Et là, avec le vapotage, on est dans la douceur. Un témoignage de Stéphane sur franceinter.fr qui nous explique qu'il a été gros fumeur pendant 20 ans, qu'il a pris l'e-cigarette et que depuis, ça va beaucoup mieux parce qu'il a complètement arrêté effectivement les cigarettes, le tabac. Je ne dis pas que c'est une panacée, écrit-il, mais j'ai tendance à penser que si c'était vraiment toxique, l'industrie du tabac l'aurait déjà démontré. Elle a trop à perdre. Elle doit donc déployer d'énormes moyens dans ce sens. Qu'en pensent vos invités ? De toute façon, déjà, moi, les professionnels du tabac, en l'occurrence, nous observent, mais moi, je les invite à venir regarder au VAP Expo qui se tiendra le 21, 22 et 23 septembre à la Villette à Paris, qui est vraiment le salon des professionnels passionnés, qui est offert aux adhérents EDUS et qui est offert aux adhérents EDUS et aux vapoteurs qui ont des questions. L'EDUS a d'ailleurs publié des informations sur les idées reçues sur la cigarette électronique. Il faut le lire. Je rappelle l'EDUS, association indépendante des utilisateurs de cigarettes électroniques. La FIVAP soutient ça et il y a beaucoup d'idées reçues, mais il faut que la presse effectivement prenne le temps de lire les plus de 300-500 études déjà sur la cigarette électronique. Certaines sont en anglais, donc forcément c'est plus compliqué, mais il faut s'y coller. Et puis il faut venir à ce salon pour prendre conscience qu'il s'agit bien d'une filière sérieuse en France. Et je suis ravi que les vapoteurs d'ailleurs soutiennent la filière France. Et les vapoteurs sont, comme je vous le disais tout à l'heure, les premiers prescripteurs. Quand est-ce que les fabricants de cigarettes feront des vrais goûts de tabac ? Je crois que c'est la question que vous voulez poser. Anne, vous êtes en direct de Paris. Bonsoir. Oui, bonsoir. Effectivement, j'ai essayé la cigarette électronique. Je suis attachée à une marque. Je ne sais pas si je peux la citer. Non. Possible ou pas ? Non, c'est plutôt mieux, non. Non, on va dire non. C'est pas la marque que prend tout le monde, mais c'est quand même une marque. D'accord, c'est une autre. Bon. Et donc j'ai essayé la cigarette électronique et moi j'aime le goût du tabac. Et donc la nicotine c'est une chose, mais le goût je ne le retrouve absolument pas dans les produits qui sont censés le reproduire. C'est pour ça qu'il y a 77. Il y a 77. Attendez, pardon, on n'a pas entendu votre dernière phrase et donc. Donc je ne parviens pas à m'arrêter de fumer parce que je ne retrouve pas ce goût. Parce que vous voulez, vous, trouver le vrai goût de la cigarette, mais sans la cigarette et les dangers de la cigarette. C'est possible ? Recomposer tout ça de synthèse de manière complètement chimique, ça ne nous intéresse pas. La vape, c'est indépendant, c'est sur une autre orientation. Alors je comprends le problème de madame. Il y a un petit côté Canada Dry, quoi. En gros, il faudrait que ce soit une cigarette sans que je comprends le problème de madame, mais il faudrait y mettre des produits justement qui seraient, en tout cas que la filière France refuse de mettre pour avoir des arômes qui seraient impossibles. Selon l'OMS, il y a 77 300 parfums différents. Madame ne les a pas tous essayés. C'est pour ça qu'il ne faut pas bloquer, comme voudrait l'OMS, les arômes en les limitant. Il faut qu'on puisse en avoir 100 000, 200 000 pour que chacun puisse trouver son arôme qui lui plaît. Effectivement, il n'y en a aucun qui imite le goût de la cigarette brûlée et pour cause. C'est cette combustion qui fait des dégâts. Il y a aujourd'hui en plus des gens qui planchent sur ça. Il y a des aromaticiens français qui sont très bons. Il y a l'Université de Bordeaux aujourd'hui qui se penche en ce moment sur la façon d'analyser la vapologie, de regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut composer à mieux des cigarettes électroniques et des liquides qui favoriseraient justement une vraie crédibilité de la filière. Et si une université s'engage, c'est une bonne chose. Je pense que ça fera des petits peut-être avec d'autres universités. Il y a la vocation de permettre à cette innovation d'être la vapoteuse de sécurité face, on va dire, à cette route accidentée du tabac. Et ça, les gens qui planchent sur les innovations et les scientifiques qui le regardent de près en ont parfaitement conscience. On pousse vers ça, forcément. Pardon de revenir un tout petit peu en arrière. Tout à l'heure, vous disiez on est totalement indépendant de l'industrie du tabac, etc. Sauf qu'on sait bien que les grands cigarettiers qui voient quand même leurs chiffres globaux décliner
ont investi le marché, inventent même de nouveaux produits. Donc, il y a quand même des intérêts en jeu dont on se dit d'abord qu'on peut se poser la question sur la vraie nocivité ou pas des produits qui nous sont fournis. Non, c'est pas du tout sujet à caution. Ce que je suis un petit peu gêné, c'est quand Charlie Perrault dit que c'est pas du tout dangereux. C'est pas vrai. C'est un tout petit peu dangereux. C'est infiniment moins dangereux que le vrai tabac. Le Canada dirait c'est moins pire. Je dis non, mais c'est infiniment moins pire. L'OMS dit que c'est 10 à 100 fois moins dangereux. Pour illustrer, c'est moins dangereux que le paracétamol qui fait plus de 200 morts par an. Aujourd'hui, depuis 7 ans, il n'y a aucun mort de la vape dans le monde. C'est un produit qui peut avoir un danger, mais pas plus que de traverser la rue, pas plus que de venir en moto pour cette émission, pas plus que de nombreux marchés en centre-ville. 01 45 24 7000, c'est le standard du téléphone sonne où on reçoit Françoise qui nous appelle de Corrèze. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis une grosse fumeuse depuis 50 ans environ. Je n'arrête pas car j'ai peur de prendre du poids. Est-ce que la e-cigarette peut m'aider dans cette problématique qui est une problématique de vieille dame? Quelle est la problématique de tout le monde qui effectivement est fumeur et se demande ce qui va lui arriver quand il va arrêter de fumer? C'est surtout les jeunes filles qui se posent la question. Si on veut, en arrêtant de fumer, prendre moins de poids ou pas prendre de poids, il faut arrêter de fumer doucement, cool, sans se forcer. Et un des avantages des cigarettes, c'est qu'on Mais quand on fume depuis 50 ans, on peut s'arrêter On peut passer des cigarettes. Si elle trouve un liquide qui lui plaît, elle prend l'un et l'autre, puis après, elle prend que son e-cigarette, et c'est possible qu'elle garde le même poids. Pour l'instant, on n'a pas la preuve que les gens prennent plus ou moins de poids, mais en tout cas, tous les gens qui arrêtent de fumer cool, sans se forcer, sans faire d'efforts, en étant bien et juste pour changer de mode, prendre infiniment moins de poids. Je vous rappelle que même avec les méthodes les plus barbares, un tiers des fumeurs quand même ne prennent pas de poids en arrêtant de fumer, même s'il y en a qui en prennent beaucoup. Et ceux qui en prennent beaucoup, c'est ceux qui sont en manque. Ça n'a aucun intérêt d'arrêter de fumer dans la souffrance. Il faut arrêter de fumer dans le calme. Alors plutôt, moi, tous les gens que je vois avec ma consultation, quand je me fais accuser, la plupart ils se retrouvent avec un patch et des cigarettes électroniques. Ils ont les deux à la fois, parce que ça marche très bien aussi. Mais il faut s'arrêter cool. Et la cigarette électronique est un nouveau moyen de s'arrêter cool. Et pour madame. Charlie Perrault. Et j'encourage les gens à prendre le temps de discuter avec les boutiques spécialisées qui, pour certains, ont fait des formations et j'espère pour la plupart bientôt. Pour certains, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une profession qui n'est pas encore très réglementée. C'est une formation qui est venue d'abord de l'innovation. Donc c'est une formation effectivement dite de terrain. Mais elle s'est très très vite professionnalisée. Il existe des centres de formation pour les boutiques spécialisées dédiées à ça. Et dès qu'on a trouvé une personne qui nous accompagne en fait dans une boutique spécialisée sur le bon choix, ça se passe en général plutôt bien pour les vapoteurs. Et pour répondre à Anne, pour revenir sur Anne, dans les témoignages que je vois depuis maintenant 6-7 ans sur les forums, la prise de poids se constate très très rarement. Comme je le dis souvent quand on me pose la question, j'étais gros avant, je suis resté gros mais j'ai pas pris plus de poids. Bon, ça n'arrange rien, mais normalement, c'est pas pire. Normalement, c'est pas pire dans la plupart des cas. Merci beaucoup, merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Ce soir à la technique, il y avait Dimitri Gronoff, Lucas Vaillant et Hélène Langlois. N'oubliez pas, mercredi 10 septembre, nous attendons vos propositions. Ce sera votre téléphone sonne. Choisissez votre thème, venez poser vos questions. #Telson, c'est sur Twitter. Vous pouvez nous envoyer vos propositions sur franceinter.fr. On va regarder tout ça avec Ophélie Vivier et Antoine Bonvoisin. Demain soir, place à Mathieu Aron et Secret d'Info à 19h20. Nous, on se retrouvera lundi. Mais d'abord, évidemment, on retrouve Kathleen Evin dans quelques minutes après le flash de 20h. Bonsoir Kathleen. Bonsoir Hélène. Nouveau studio pour vous. Mais oui, je ne suis plus au même étage que vous. Mais belle programmation, dites-nous tout pour ce soir. Ah oui, on termine la semaine de l'humeur vagabonde en beauté avec Rameau et un claveciniste formidable qui s'appelle Skip Sampé. Merci Kathleen, on vous retrouve tout de suite après les infos de 20h.